Bienvenue sur Méli-Mélo d'Info, le podcast du réseau des bibliothèques de la communauté de communes du Vexin normand. Aujourd'hui, je vais vous parler des élections présidentielles américaines. En effet, je suis sûre que vous êtes au courant, les dernières en date ont eu lieu début novembre. Et elles opposaient cette année la candidate démocrate et actuelle vice-présidente Kamala Harris contre le candidat républicain Donald Trump, qui lui est un ancien président. Je vais essayer de vous expliquer de manière simple, courte et j'espère compréhensible le processus électoral des États-Unis. On va parler des élections présidentielles américaines d'un point de vue général. Donc pour commencer, chaque parti doit choisir son candidat. Pour choisir son candidat, chaque parti organise des primaires ou des caucus selon l'État. La majorité des États organisent des primaires, c'est-à-dire qu'ils font appel au vote des citoyens. Chaque personne remplit son bulletin de vote et vote pour le candidat qui lui plaît le plus. On peut les qualifier d'ouvertes ou fermées, la différence étant que si elles sont fermées, c'est uniquement pour ceux qui ont la carte du parti. Si elles sont ouvertes, n'importe qui peut aller voter. D'autres États organisent ce qu'on appelle des caucus. Alors qu'est-ce qu'un caucus ? À la différence des primaires, qui ne sont qu'un vote, un caucus c'est une réunion locale organisée par le parti politique dans un comté, un district, une circonscription, qui permet aux électeurs de discuter, débattre, convaincre les gens à voter pour leur candidat préféré, écouter les arguments des autres et essayer de se mettre d'accord pour voter pour un candidat du parti. Le résultat de ce choix, c'est en fait un nombre de délégués attribués au candidat choisi. Chaque État a ses propres règles pour déterminer le nombre de délégués attribués à chaque candidat. Ces délégués qui sont désormais affectés à un candidat vont se rendre à la convention nationale du parti en question pour voter pour leur candidat. À la convention nationale, le candidat qui reçoit la majorité de votes deviendra le candidat officiel du parti. Au moment de la convention nationale, il y a autre chose d'important qu'il se passe, c'est au moment où le candidat est choisi officiellement, il annonce aussi son partenaire de campagne, celui qui, pendant toute la campagne présidentielle, et s'il est élu au poste de président, sera son vice-président. Car pour le vote des États-Unis, on élit toujours le président et le vice-président. Ensuite, comme dans toute élection, une fois que les candidats sont choisis, sont mis en place les débats. Maintenant, on va arriver à la partie à la fois la plus facile, mais aussi la plus compliquée. C'est le vote des citoyens. Ce vote-là se déroule toujours le premier mardi après le premier lundi du mois de novembre. Cette année, c'était le mardi 5 novembre. C'est le moment où tous les citoyens vont voter. En tout cas, le mardi signifie la fin de la période de vote. C'est la partie facile. Les gens se rendent aux urnes, choisissent le candidat pour lequel ils veulent voter et votent. Tout simplement. On arrive à la partie un petit peu plus compliquée. En fait, même si sur leur bulletin de vote, il est écrit le nom des candidats, les citoyens américains ne votent pas directement pour le futur président des États-Unis. Ils votent pour des grands électeurs qui, eux, voteront pour le futur président des États-Unis. Alors, comment ça se passe ? Eh bien, en fait, chaque État a un nombre donné de grands électeurs. Ce nombre est basé sur la population. Donc, les États fortement peuplés vont avoir beaucoup plus de grands électeurs qu'un État moins peuplé. Par exemple, la Californie a 54 grands électeurs, alors que le Nevada n'en a que 6. Le minimum par État est de 3 grands électeurs. Au total, il y a 538 grands électeurs. Dans 48 des 50 États, ces votes sont distribués sur le principe du winner takes all. Littéralement, le gagnant prend tout. C'est-à-dire que le candidat qui reçoit le plus de votes dans cet État reçoit l'entièreté des votes des grands électeurs. Dans le Nebraska et dans le Maine, les deux États restants,
Le nombre de grands électeurs est proportionnel au nombre de votes. Pour gagner l'élection, il faut au moins 270 voix de grands électeurs. Même si on peut prévoir le gagnant, la victoire n'est pas officielle. Le mardi ne signifie pas la fin du processus électoral, car le vote des grands électeurs n'a lieu qu'en décembre. Les grands électeurs se réunissent dans chaque État pour officialiser leur vote. Le Congrès américain confirme les résultats en janvier. Le candidat élu, lui, prend ses fonctions officiellement le 20 janvier lors de son investiture. Et je voulais juste faire une petite aparté sur les swing states. Vous avez sûrement dû entendre parler de ce terme. C'est ce qu'on appelle les États indécis. Vous avez peut-être entendu aussi États violets. C'est ces États qui oscillent d'élection en élection entre démocrates et républicains. Certains États sont qualifiés de bleus car ils ont tendance à voter démocrate. Certains sont qualifiés de rouges car ils ont tendance à voter républicain. Et c'est ces swing states qui souvent remportent une élection. C'est sur ces swing states que les candidats vont concentrer leur effort afin de remporter ces états clés, ces états pivots. Voilà, c'est ces états qui vont permettre d'avoir ces 270 voix. Et maintenant, voici Jade, la bibliothécaire de Château-sur-Epte, qui vous partage son coup de cœur. Je vous partage mon énorme coup de cœur pour la série Succession. Cette série américaine, diffusée entre 2018 et 2023, nous plonge au cœur de la famille Roy, théâtre de lutte fraternelle et de jeux de pouvoir. Le patriarche, Logan Roy, est le fondateur et propriétaire de la multinationale Waystar Royco, véritable conglomérat mondial de médias et de divertissement qui a rendu la famille milliardaire. Alors que Logan fête son 80e anniversaire et s'apprête à laisser sa place à l'un de ses fils, il décide de redistribuer les cartes et de laisser ses 4 enfants se battre pour la tête de l'Empire. C'est sur ce fond d'histoire d'héritage que Succession est une série vraiment remarquable. Car on ne parle pas de ça au fond. On parle d'une famille dysfonctionnelle, de rivalité shakespearienne où les spectateurs et spectatrices s'attachent malgré eux à des personnages déconnectés de la réalité, mais dont leur souffrance émotionnelle est d'une banale humanité. Succession a reçu de nombreuses récompenses, notamment pour ses acteurs au jeu incroyable, pour le scénario ainsi que la musique. La série se décline en 3 saisons de 10 épisodes. Elle est disponible sur le réseau et c'est un format idéal pour se lancer cet hiver. À bientôt pour un prochain épisode.